C'est l'histoire d'une société qui courait après un mec. Que cherchait-elle ? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont parcouru un bout de chemin avec lui. La démarche est avérée délicate. En effet, hommes politiques, anciens associés, journalistes ou animateurs, beaucoup ont refusé de répondre à nos questions. Qu'importe, nous avons malgré tout remonté le temps. Cela commence à Paris, au Palais des Congrès, il y a presque 20 ans. Quand j'ai vu son show au Palais des Congrès, c'était en 85, où il y avait tous les étudiants qui étaient là. Et ça, il y a eu quelque chose où je me suis dit vraiment, on a changé d'époque. Donc on montrait Tapi avec sa Porsche, tout le monde applaudit. Tapi en avion, tout le monde applaudit. Tapi en train de faire la bicyclette, tout le monde applaudit. Dans la salle. Or je me disais qu'en 68-70, il se serait fait mais bananer et huer. Si tu veux, tous les signes de la marchandise et du spectacle, qui étaient négatifs, rappelle-toi, à l'époque, sont devenus positifs. Et devenaient positifs avec lui. Et on avait un besoin énorme, à partir de 76-77 déjà, de se confronter directement à la réalité, sans passer par l'intermédiaire d'idéologie. On sortait d'un sentiment quand même général que la guerre, on ne l'avait pas vraiment gagnée, que... Enfin, le pays était pas très fier de lui-même. Nous étions venus avec un programme, changer la vie. On s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire. Alors, chacun essaye, au fond, de recomposer un terrain idéologique en prenant ici et là certaines pièces. Et au milieu, comme il y a un vide, au fond, Bernard Tapie profite de ce vide. La nature ayant bien connu et en horreur du vide. En tout cas, l'essentiel de la vie, ça repose sur l'incertitude, sur l'enthousiasme, sur le dynamisme, sur l'esprit d'entreprendre, sur l'envie que chacun d'entre nous avons de se réaliser et d'aller au bout en sachant qu'on peut se gourer, en sachant qu'on peut se casser la gueule. Mais on s'en fout, on ira quand même. Quand tout va très très bien, c'est difficile de se faire remarquer. Quand tout va très 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 mal, quelqu'un devient facilement, je ne compare pas, mais c'est des conditions générales excellentes pour devenir un sauveur. Vous laissez Bernard sortir, s'il vous plaît, maintenant. Vous reculez, s'il vous plaît. Je crois que ce qui caractérise les années 70 et 80, c'est l'augmentation du nombre des dépôts de bilan, et non plus seulement des dépôts de bilan comme il se faisait avant, c'est-à-dire avec des petites sommes ou des sociétés petites ou moyennes, mais où de très grosses entreprises se sont trouvées devenues obsolètes et ont été détruites. C'est le grand changement à la fois de l'époque et le grand changement des hommes qui vont l'incarner. On va voir arriver brusquement l'époque des repreneurs d'entreprises. C'est l'époque où se sont manifestés tous les grands qu'on connaît aujourd'hui. Arnaud a commencé comme ça avec Boussac. Pinault, de son côté, a repris aussi dans les entreprises de bois dans le cadre avant de s'élargir. Et c'est ce qu'a fait Tapie. Autrement dit, qu'on voit arriver des hommes qui disent « Moi, je suis capable, je reprends l'entreprise. » Et comme l'entreprise a déposé son bilan, ils reprennent des entreprises qui sont bradées. Je cherchais des personnes qui faisaient des coups de fric spectaculaires qu'on puisse raconter comme une histoire.
Et on me dit, mais ce gars-là, il arrive à acheter des usines pour 1 franc, donc des usines en faillite, des entreprises en faillite, pour 1 franc. Et il est devenu milliardaire grâce à ça. Donc je me disais, comment on fait pour devenir à cette vitesse milliardaire en rachetant des usines à 1 franc? Je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était rapide. Quand on en est là, un docteur est indispensable. Et un docteur au diagnostic rapide et sûr. Réanimation possible? Ou hélas? Dans une économie en déroute, Bernard Tapie prêche sa méthode pour ressusciter les entreprises en faillite. Le remède est violent, son auteur tour à tour charmeur ou brutal. On arrivait à Saint-Étienne, avec son petit avion privé, il se l'a joué évidemment très vite, très milliardaire. On arrivait, et là, la CGT avait préparé une haie d'honneur, parce qu'on l'appelait le repreneur. Une haie d'honneur où les gens le huaient. C'était les ouvriers enfin, peut-être des gens qui avaient été amassés là de manière très politique, mais et qui l'insultaient. Il passait comme une espèce de boxeur avant, qui se dirige vers le ring. Il mouftait pas, et puis tout d'un coup, il se retournait, il en regardait un, les yeux dans les yeux, il disait « Toi, à la sortie, je te fais une tête au carré. » Je le voyais négocier avec les gens qui étaient les patrons de Manu France, donc qui étaient des gens qui dépendaient de la Massif, c'est-à-dire qui étaient des gens qui étaient à la fois, ah bon, peu importe, c'était des businessmen. Et Bernard Tapie était... Ce qui était incroyable, c'est comment il pouvait passer d'un registre à l'autre, c'est-à-dire qu'on discutait valorisation, on discutait participation, capital, pourcentage, holding, une conversation à laquelle je ne comprenais pas toujours tout. Et puis tout d'un coup, il changeait directement de registre. Il se tournait vers son conseiller juridique, Claude, et il disait, dis donc, ce qu'ils viennent de dire là, ça va chercher combien d'années de tôle? Et en face, je ne sais pas si c'est devenu peut-être maintenant plus courant, mais en face, c'était la douce écossaise, parce qu'on était en train de parler de fric entre gens honorables, et puis tout d'un coup, il sortait un Colt. Mais à l'époque, ça me plaisait beaucoup, je veux dire, parce que je trouvais que c'était formidable de braquer un Colt sur une espèce de financier complètement engoncé, c'était drôle comme tout. Mais il le faisait aussi avec des gens de la base. Je me souviens, quand il rencontre le personnel de Testuiquitas en 1984, on vient de signer l'accord de reprise de l'entreprise. Je le vois prendre en main, caresser, puis ensuite arracher le personnel et le conduire là où il a envie d'être conduit, où il veut le conduire. Tout doucement, le personnel qui était hostile à son arrivée, les délégués syndicaux de la CGT s'étaient opposés à l'arrivée de Bernard Tapie. Et tout doucement, je vois les bras se baisser et les revendications céder du terrain, si bien qu'à un certain moment, même, c'est moi-même qui étais obligé de mettre un certain frein, faute de quoi, et il rentrait comme dans du beurre, dans une motte de beurre, tant la volonté du personnel baissait. Vous n'êtes plus du tout les vaincus, vous êtes maintenant les vainqueurs, vous êtes les leaders du marché, vous représentez plus de 60% de ce marché, et je veux vraiment que ça se voit sur vos figures. On ne peut plus concevoir la visite, l'apport ou l'abordage d'un vendeur de chez vous sans sentir qu'il est le représentant de la firme qui est leader dans son marché. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir que tout le reste va venir. N'oubliez pas que quand moi je les ai pris, ils étaient vaincus. Pendant des mois, voire des années, l'échec leur collait au derrière, avec le sentiment de culpabilité d'avoir raté.
Tapi est arrivé surtout pour le groupe Testu, qui était une maison un peu vieillissante. Et il est arrivé avec ses idées, comme c'était un homme dynamique, un battant, quoi. Et il a permis à la maison Testu de repartir, puisqu'elle avait des difficultés à ce moment-là, puisqu'elle était en redressement judiciaire, si je me souviens bien. Et donc il a fait repartir le groupe Testu France. Voilà. Donc nous, en tant que concessionnaire, on était enchantés. Moi, je vous dis, quand un jour j'ai trouvé une image, une photo de lui je ne sais plus quel magazine, avec le vélo de Bernard Hinault. Bon, bah, je l'ai encadré, je l'ai gardé peut-être 2-3 ans sur mon bureau. Bon, après, c'est passé ce qui s'est passé, mais bon, c'était quelqu'un qu'on a envie d'avoir près de soi, quoi. Mais pourquoi sur votre bureau? Parce que c'était mon leader, c'était la personne. Il faisait partie de l'entreprise presque, puisque étant lui Testu, moi Testu, je veux dire, c'était un leader pour moi. La vraie question quand ils rentrent le matin dans leur bureau, suis-je fier d'y venir? Si la réponse est oui, vous avez compris ce que c'était que les relations sociales. Tout le reste, c'est du cinéma. Chacun son profil et chacun ses moyens. Certains chefs d'entreprise les mobilisent avec de l'argent, d'autres avec des médailles en chocolat. On s'en fout. Les meilleurs revendeurs de France, il est récompensé. Donc je me souviens, là, on avait été invité, je crois que c'était au Paradis Latin. Oui, il me semble bien. Il y avait un spectacle et on a reçu un diplôme d'honneur, pour le Grand Prix de la performance de l'époque, voilà. Donc il y avait toujours quelque chose. Il se passait toujours quelque chose. Après, une autre année, il y a eu le Club des vins. Voilà, alors on était fiers. Les 20 meilleurs revendeurs français, on a eu ce symbole. Voilà. Un homme est apparu du peuple, avec son histoire, et avec les mots que le peuple comprenait, et avec des idées à la fois de réussite. Comme chacun se raccrochait au fond à cette idée de réussite, et il pouvait très bien porter cette espérance. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amis. Je chante souvent de secrétaire. Ah oui, il n'y a pas un homme au monde, si doué soit-il, qui est capable d'avoir toutes les vertus nécessaires pour diriger une boîte. Pas un! Ça n'existe pas. Je contrôle mon univers. Il faut être jeune, très jeune. Il faut être enthousiaste, imaginatif, créateur, ambitieux. Mais il faut aussi être âgé. Je voyage toujours en première. Lorsqu'à la tête de l'entreprise, il y a un imaginatif, un fonceur, un bagarreur, ils adhèrent à la même idéologie, l'idéologie de l'entreprise. Je ne peux pas supporter la misère. Bernard Tapie, merci de nous consacrer ces quelques minutes, 4 jours avant une émission beaucoup plus sérieuse, Vive la crise. Merci d'être avec nous pour des variétés, pour le showbiz. Bon, Bernard, au début de l'émission, vous aviez, hier soir, vous aviez combien de sociétés? 43 hier. Et ce matin, 44? Ah non, mais le dimanche, on est fermé, donc ça n'a pas bougé. On est toujours 43. On le surnomme le Zorro, le Saint-Bernard des entreprises en péril. Élu homme de la communication en 1984 par les annonceurs et les publicitaires, sa rapidité de réflexion n'a d'égal que sa rapidité d'action. À 40 ans, il se trouve à la tête de 43 sociétés. La télévision va devenir, pas simplement ce qu'elle est redevenue depuis, un grand spectacle, mais un provocateur sociologique. Et Tapie va s'inscrire en héros et en star de ce média qui va devenir le média tout-puissant. Vous avez là 50 personnes, des femmes et des hommes. Ils représentent la France qui travaille, en gros. Alors, les ingénieurs, techniciens et cadres, si vous voulez bien lever la main, voilà, en voilà 7 d'identifiés. 2 vont perdre leur emploi. Donc, je vais vous demander à ces 2 personnes de bien vouloir sortir de ce groupe. Les employés, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les services, on en a 8. Sur les 8, 5 perdent leur emploi. Là, la proportion est importante. Elle est importante parce que l'informatique est directement coupable de cet état de choses. Bon. Est-ce que pour eux, il y a un espoir de réintégration, de retrouver un emploi? On peut espérer. Alors, 6 ouvriers
Et 3 employés, après beaucoup d'efforts, beaucoup, vont réintégrer le groupe initial. Il ne faut pas se réjouir parce que malheureusement, derrière, il y a... Oui, j'allais dire, c'est encourageant. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles, notamment pour les commerçants, notamment pour les agriculteurs. Il y a un horizon qui n'est pas rose. Et ces 7-là, ça représente 5 millions de personnes. Quoi, 5 millions? Exactement, 5 millions. Mais ça paraît inconcevable. 5 millions, c'est considérable, c'est colossal. C'est épouvantable et c'est le résultat... Il a compris que cette société médiatique permettait à ceux qui savaient s'en servir d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Et c'est comme ça qu'il a traité les médias. Comme toute personne gérant parfaitement son image, il savait utiliser ce qu'il fallait. Il savait, par rapport au problème qu'il avait, il savait quel média il lui fallait, etc. Donc, pas une radio, une télé, une autre fois c'était une radio, une autre fois c'était un journal, etc. Bon. Donc, il avait un plan média permanent dans la tête. Permanent dans la tête. Mais les médias s'intéressent plus à moi encore que moi aux médias, hein, je voudrais vous le dire quand même. Je ne fais pas le 10e de ce qu'on me propose. Je pense que vous n'êtes pas dupes. Je veux dire, vous avez une belle émission qui s'appelle 7 sur 7. Vous avez eu la bonne idée... Gentil, attendez, vous avez eu la bonne idée de ne jamais m'inviter. Je vous ai jamais téléphoné pour que vous m'invitiez. Je veux dire que c'est pas moi qui vais vous demander... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon... Bonsoir à tous. C'est une star. Près d'un Français sur 2 le voit ministre, près d'une femme sur 2 partirait volontiers en vacances avec lui, et pourtant, il n'est ni chanteur, ni comédien, ni homme politique, c'est un chef d'entreprise. Bernard Tapie, bonsoir. On vous connaît si bien. Tapie s'installe à la télévision. Il deviendra le recordman de participation à 7 sur 7 et va même créer sa propre émission, Ambition, étonnant mélange de chômage et de paillettes. Quand on a fait les émissions Ambition, c'était la cour de récré, c'est-à-dire que c'était n'importe quoi, mais que nous, on savait que c'était n'importe quoi, lui le premier. Et c'est vrai qu'il était dans une espèce de jubilation, quand on oublie qu'Ambition, il y a Julie, il y a Labro, il y a Anne Sinclair, il y a Philippe Tesson, c'est quand même pas des nains du journalisme, et aussi d'une certaine morale journalistique. Donc, eux sont venus. À quel degré ils étaient, j'en sais rien. Ils étaient sans doute à un degré d'ego qui se montre à la télé. Mais Tapie, il n'était pas du tout là-dedans. C'était un moyen de renforcer sa notoriété. L'époque est carrément terrible, parce que à partir du moment où elle laisse comme ambition à quelqu'un qui sort du peuple comme lui qu'il peut être une vedette et pas autre chose, c'est bien limité, quoi. C'est la place qu'on t'a laissée, quoi. Alors ça sert à quoi d'être une vedette? Vous savez, en France, on est vite une vedette. Je crois pas que c'est important. À quoi ça sert d'être une vedette? Je suis pas sûr d'être une vedette, mais enfin, si je devais dire pourquoi je le suis et ce que c'est bien de l'être, je dirais que c'est la légitimité des idées que je défends. Allez Bernard, encore ça. Ouais, 7, on change de bras, hein. Bravo, un énorme bravo, il est champion. Sur le plan personnel, être une vedette, c'est formidable. Passeport pour le soleil. Conduis-nous vers tes merveilles. Le jour viendra où nous aurons au fond du ciel notre maison. Au milieu des années 80, la superstar s'attaque à un autre challenge. Son nouvel objectif, Marseille. La ville est en plein naufrage et traîne une sale réputation. La fin des années 70, début des années 80, c'était la période où Defer parlait de la bourgeoisie décadente. C'était la période où Marseille avait beaucoup de difficultés économiques, où le pouvoir de Defer a commencé à s'éteindre un petit peu, puisque lors des élections de 83, il avait été élu avec davantage de sièges, mais moins de voix que Gaudin. Donc c'était une période difficile pour l'Olympique de Marseille, pour la ville de Marseille. Et
Tout le monde était de faire en premier, tout le monde était à la recherche d'un homme providentiel. Le vrai problème, c'était de savoir si Marseille mesurait l'importance que ça représente d'avoir à la fois un bon club et des personnalités qui sont crédibles, pour dire que c'est une ville moderne, enthousiaste et qui gagne. Qui a cette idée de tapis? C'est Edmond de Charleroux, au cours d'un dîner à Paris pendant la visite de Gorbatchev. Elle s'est trouvée à la table de Bernard Tapie, qu'elle ne connaissait que par les médias. J'avais entendu parler de lui en bien, et je ne l'avais jamais rencontré. Et je suis monté à la table d'honneur, qui était quand même une table sur une petite estrade, où il y avait le président Mitterrand, Gaston, Gorbatchev, l'ambassadeur de Russie de l'époque. Et j'ai dit à Gaston, devine qui est à la petite table avec moi, c'est Tapie. Et il serait prêt à aller à Marseille. Il m'a dit, dis-lui de passer au bureau demain matin. Le lendemain matin, Tapie était au bureau de Gaston. Les choses sont parties comme ça, sur une idée d'Edmond, mais sur la nécessité que ressentait de faire, d'amener dans sa ville quelqu'un qui redonnerait de la vie à son club, et puis pour faire parler de Marseille autrement, parce qu'à partir du moment où Tapie est arrivé à Marseille, c'est pas à toi que je vais apprendre que les journalistes sont tous arrivés, que les télévisions sont arrivées, qu'on venait d'Allemagne, qu'on venait d'Angleterre, qu'on venait d'Italie, pour voir qu'est-ce que faisait ce type du business dans le football après avoir réussi dans le cyclisme. Mais quand Tapie arrive, bon, il était quand même pas, comment dire, il était déjà auréolé de ce qu'il pouvait faire par ailleurs. Et puis il est arrivé avec l'appui quand même donc de Fer, qui était quelqu'un de très important. Il arrive avec quelqu'un comme Hidalgo qui avait une image extraordinaire. Et puis il arrive en faisant rêver. C'est ce qui a toujours fait sa force. Il arrive en faisant rêver. Il n'a jamais joué petit bras. Donc, comme on aime bien rêver, ben, ça a fonctionné immédiatement, quoi. Il a appuyé là où il fallait appuyer. Raconte-nous cette première rencontre Tapie, Defer, Levrault, peut-être le cabinet de Defer aussi. Tout le cabinet de Gaston Defer avait tenu à assister à ce dîner pour voir la bête. Bernard Tapie a parlé à peu près 90% du temps. Et tout le monde était là à être devant lui, à écouter, à boire ses paroles. Et on aurait dit Jésus qui parlait à ses apôtres. Je veux dire, c'était assez exceptionnel à vivre. C'est une soirée dont j'ai gardé un souvenir assez étonnant. Et je pense ceux qui l'ont vécu avec moi aussi. Nous avons discuté ensemble des problèmes qui se posent et qu'il faut résoudre. J'espère donc que bientôt l'OM gagnera ses matchs, puis la Coupe, le championnat, et sera une équipe qui jouera en Europe. Defer avait mesuré la force de ce mec qui l'a toujours amené sur le terrain où il voulait, c'est-à-dire Defer arriver avec une pile de dossiers. Le Tapie, ça n'intéresse pas les dossiers. Lui, ce qu'il voulait, c'était savoir combien la mairie allait mettre, combien il faudrait que lui mette pour reprendre l'OM, pour être le président. Et chaque fois que Defer a commencé à ouvrir un dossier, le Tapie, il demandait la permission de sortir pour fumer, parce que dans le bureau de Fer, on ne fumait pas. Il faisait 28 degrés et interdit de fumer. Hein. C'était comme ça. Alors chaque fois, il coupait le truc en demandant la permission de sortir pour fumer. Il allait il fumait, il rentrait 3 minutes après, et il embrayait sur un autre sujet. Et jamais Defer a pu placer ses dossiers. Pour Defer, le pari était gagné. Et peu de jours avant sa mort, il avait eu l'idée, et ça personne ne pourrait me dire le contraire, parce que c'est à moi qu'il l'a dit, de demander à Tapie, si ça l'intéressait, d'être maire de Marseille à partir des élections suivantes. Moi, j'ai posé la question à Tapie, qui m'a répondu « Mais tu te fous de ma gueule ?» J'ai dit « Non, c'est lui qui m'a demandé de t'en parler. » Je ne crois pas qu'il y ait une démarche politique et qu'il y ait la moindre politique à faire venir Tapie à Marseille. Ensuite, ça s'est développé autrement. Évidemment que quand on est le maire de la deuxième ville de France, si on a un loser, on lui dit la porte, au revoir mon cher ami. Et si on a un gagneur, on lui fait
un pont d'or, on l'entoure, on est heureux qu'il soit là. C'est ce qui s'est passé. À partir du moment où il a été là, l'OM a été éblouissant. Donc tout le monde y gagnait. Les Marseillais qui étaient contents, les politiciens parce qu'ils avaient une ville dans laquelle il y avait la meilleure équipe de France. Donc vous voyez, ça se rejoint. Mais au départ, je ne crois pas qu'on puisse faire un raisonnement politique. Je fais faire venir Tapie, d'abord, pour qu'il gagne. Et puis on verra après. Et Tapie gagne. Il rend aux Marseillais leur fierté en propulsant l'OM au sommet du football. L'idée de convertir cette formidable popularité en bulletin de vote est très tentante. On doit être donc à la veille des législatives. Et là, j'arrive dans le bureau de Tapie comme ça, et je vois plein de gens de dos auxquels il est en train de parler. Rentre, il me dit. Assis-toi, justement, on est devant une question. Je dois rappeler, comment il s'appelle, Jean-Louis Blanco. Bianco, à l'Élysée dans les 10 minutes, pour lui dire si oui ou non, je rentre dans la politique en attaquant la 6e à Marseille. Et est-ce que oui ou non, j'y rentre? Je dois le dire, là, je dois donner la réponse dans les 10 minutes, je prends pas, j'y vais pas. Et tu vois, je les ai tous en face de moi, et ils me disent tous, n'y va pas, et ils m'expliquent pourquoi je ne dois pas y aller. Qu'est-ce que tu penses, toi? Il me dit. Moi, je lui dis, je pense que tu en meurs d'envie. Je pense que tu en meurs d'envie, et que donc il faut y aller. Après, on comptera les morceaux. Sa venue est brutale, en ce sens qu'on annonce qu'il va être candidat au dernier moment. À cette époque-là, donc, il y a une réelle crainte de la population, en tout cas de la population qui n'est pas d'extrême droite, de voir émerger Le Pen à Marseille, notamment parce que les élections municipales sont en 1989. Certains craignent vraiment que Le Pen puisse prendre la mairie de Marseille. On est dans cette situation extrêmement tragique. Je reconnais avoir poussé Tapie, comme on pousse quelqu'un en avant, en première ligne, pour faire l'expérience politique dont on avait besoin. On l'a poussé en première ligne pour voir ce que ça donnait. Comme, attends, il y a un champ de mine là devant, on va le pousser, on va voir ce que ça donne. Les candidats potentiels dont j'étais, dans cette circonscription, avec René Olmeta, je trouve tout à fait normal de laisser la place à Bernard Tapie. C'était une chance pour la circonscription, c'était une chance pour la gauche de gagner la circonscription. Je l'ai connu lorsqu'il est arrivé à Marseille pour sa candidature dont la circonscription lui avait été réservée. Circonscription où moi-même je m'étais fait racler comme c'est pas possible. Bon, donc on l'envoie là, quand je me suis dit, il a fait un joli cadeau là, tiens. Eh bien, il est arrivé. Alors, il ne savait pas où la circonscription finissait, où elle commençait, il ne savait pas, lui. Bon, il m'a dit, bon, c'est vous qui savez, eh bien, allez. Et pour lui, j'étais né dans cette circonscription, j'avais toujours été élu, j'avais été battu, je connaissais tout le monde, je faisais la bise, on me faisait la bise. C'est bon, alors partons comme ça. Mais à ma façon. Et ça avait été ma première un peu déception, parce que moi, j'avais mes méthodes, elles étaient ce qu'elles étaient. Elles étaient certainement pas bonnes, puisque moi j'ai été battu, lui il a été élu. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il vous écoutait, et puis après il faisait ce qu'il voulait.
je suis arrivé à Marseille. Et j'ai demandé où était sa permanence, à quel endroit il était, etc. Et là, je suis rentré dans une espèce d'arrière-salle d'un bistrot assez infâme. Et il était debout sur une chaise. Et il parlait à des gens qui étaient là, réunis un peu de sacs et de cordes. Et comme on trouve dans toutes ces arrière-salles où se passe la politique. Et il a fait cette politique... Et il était là, il hurlait, il vociférait, il s'inquiétait. Et je me souviens, il se grattait les couilles comme ça, en gueulant, etc. Il attrapait à moitié les cheveux d'une bonne femme pendant qu'il se grattait le cul. Enfin, j'ai un spectacle terrible devant moi. Et là, tout d'un coup, il m'aperçoit. Et là, espèce d'enculé, il se met à gueuler. T'es venu me voir mourir, il me dit. Alors, tu m'as poussé, t'es venu me voir mourir. Et vu la manière dont il m'accueillait, dans les 10 minutes qui suivaient, j'étais déjà parti, déjà que je ne sentais pas du tout ce truc-là, je suis parti. Moi, je défendais mes idées socialistes. Lui n'était pas socialiste. Et il m'arrivait même en réunion à dire « Merde, mais arrête !» Parce qu'il attaquait souvent les socialistes, pas comme il le fallait. Donc, je crois franchement que j'ai été heureux d'être à ses côtés, attention, hein. Mais je ne partageais pas absolument. Bon, c'était un pragmatique, c'était ça, et puis on arrivait à là, puis voilà. Je vous avais promis qu'on la gagnerait, on l'a gagnée. Et maintenant, expliquez-moi comment ils pourront gagner, puisque là, C'est un métier de faire de la politique. Si tu vas vers la victoire en acceptant que ce soit au détriment des autres, tu te feras du mal tellement que tu seras un homme malheureux. Or, il faut viser le bonheur. Les promesses qu'il a faites, aujourd'hui, allez-y encore un peu à la Rouvière, vous verrez le parking. Il avait promis, mais comme pauvre malheureux, tu promets ça, mais tu ne pourras jamais le faire. Il a fait la fameuse antenne au Percher. Bon, il a promis, Bernard, mais tu sais ce que tu promets. Ah, il n'y a pas de raison de ceci et cela. Bonjour, on a vu arriver un hélico avec le truc, avec piqué là-haut. Bon, c'est bien, c'est pas bien, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, vous avez les gens qui attendaient depuis des années de voir leur télévision et qui voient la télévision, après vous pouvez raconter ce que vous voulez. Il restait premièrement TF1 qui accepte de financer son branchement et surtout moi qui accepte de payer les frais pour que l'émetteur soit construit. L'hélicoptère, c'est lui qui l'a payé aussi. C'est pas une méthode, j'allais dire, démocratique, ça, c'est pas la vôtre, en tous les cas. Non, c'est pas la vôtre, mais d'abord parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et ensuite, c'est peut-être pas démocratique, mais qu'est-ce qu'il y a d'antidémocratique? De ne pas faire l'antenne? Les pouvoirs publics lui disent on peut faire ça, ça et ça, mais on n'a pas le financement. Lui, il a la possibilité de le faire, il le fait, on ne va pas chercher plus loin. Toute personne en difficulté, et la population marseillaise est très souvent des hommes et des femmes en difficulté, ils vont vers le contraire. Le contraire de la société, le contraire des lois, le contraire du gendarme, le contraire de la police. Et un beau matin, ils se trouvent, disons, badant, puisque c'est le mot marseillais pour dire admirer, badant, un rebelle. Mais il séduisait d'abord par son charme. Il avait de belles gueules. Bon. Il était chez lui de partout. Bon, il avait le mot qu'il fallait aussi bien à la bien-aimée qu'à la jolie fille, au garçon, etc. Tout le monde trouvait son compte.
C'est justement ça qu'on ne retrouve pas chez les hommes politiques. Quoi qu'il arrive, ou même chez les présidents maintenant, quoi qu'il arrive, que ça aille bien, que ça aille mal, le discours est toujours stéréotypé, classique, conventionnel. C'est un type vivant, Tapie. Vivant, capable de tout, tout à la palette. Mais je ne crois pas que ce soit un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est récurrent dans l'histoire de notre pays. Il y a toujours un moment où on a besoin d'une sorte de sauveur. Et plus la société est en train de s'engluer dans une certaine torpeur, plus l'homme providentiel apparaît facilement, et peut-être qu'au détriment parfois de la qualité. Tapie, décidément, est l'homme providentiel. Il est sur tous les fronts, sportif, économique, politique. Élu député en 1989, le président de l'OM s'impose comme le seul recours à un basculement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vers l'extrême droite. En 1992, il présente une liste baptisée Énergie Sud. Il est mandaté par la gauche et entraîne dans son sillage quelques figures socialistes, Jean-Louis Bianco, Elisabeth Guigou. Alors il y a des gens qui ont été malins, ils ont sauté dans la roue. Il y a plein de gens qui sont devenus conseillers régionaux, conseillers généraux, députés européens, et jamais personne de leur vie aurait su qu'ils existaient s'ils n'avaient pas sauté dans la roue de Tapie à un moment opportun. Être sur la liste Tapie, tout le monde courait, tout le monde voulait y être sur les listes où il était lui, parce qu'il savait qu'il ferait des voix. Elisabeth Guigou, elle était sur les listes Tapie dans le Vaucluse, je ne suis pas certain qu'elle aurait été élue aussi brillamment à l'époque que si elle n'avait pas été sur la liste Tapie. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'il a été au conseil régional avec eux, ils se sont tous empressés de le trahir, de faire un groupe socialiste et de l'isoler, lui, avec 4 ou 5 mecs qui lui été restés fidèles parce qu'ils n'appartenaient pas au Parti socialiste. Mais il y a plein de gens qui ont profité de la notoriété de Tapie et de la force de persuasion de Tapie à ce moment-là, pour eux se faire une position qu'ils ont toujours conservée maintenant que lui, il n'a plus. 4 ministres de la région font leur entrée dans le nouveau gouvernement de Pierre Bérégovoy. Sont maintenus Elisabeth Guigou aux affaires européennes, Jean-Louis Bianco qui prend le ministère des Transports. Arrive Michel Vauzel au ministère de la Justice, la nomination la plus spectaculaire étant celle de Bernard Tapie au ministère de la Ville. Il arrive dans une période où la représentation politique est assurée par une sorte d'aristocratie d'État qui, contrairement à l'aristocratie ancienne, ne rend même pas de compte. La haute fonction publique d'État, un milieu de pouvoir extrêmement fermé, des gens qui ont tous la même formation, qui ont tous les mêmes réflexes, les mêmes comportements, à droite comme à gauche. Il y a un déficit à cause des affaires, à cause de plein de choses, il y a un déficit des politiques terribles, qu'il y a un chômage important, très important, que la gauche elle-même n'a pas pu endiguer, qu'on est toujours dans la crise. On n'a pas de croissance, on est dans la crise. Donc, il y a un univers de la société française gris, pessimiste, des hommes politiques qui ressemblent à ça et encore pire, et un bonhomme qui, lui, est un positiviste, un battant, et qui incarne toutes les valeurs et toutes les vertus de celui qui gagne. Il est évident que le décalage est fort. Le décalage est fort. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil, c'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie. Le mouvement des radicaux de gauche recrute ce ministre de François Mitterrand pour profiter de sa notoriété. Les radicaux
on n'arrêtait pas de se dire qu'on avait des idées très originales, qu'on était les meilleurs intellectuellement dans la gauche, mais que comme on n'avait pas de leader charismatique et comme on n'arrivait pas à passer la petite lucarne, on ne pouvait pas entendre nos idées. On les avait, mais personne ne les écoutait, les entendait, les voyait, puisqu'on n'avait pas de leader. Donc il y avait un bonhomme issu du peuple qui pouvait brusquement faire bouger tout ça. Et donc qui, en développant une bonne campagne aux européennes, pouvait après, sur des législatives, nous emmener à un score qui ferait qu'on serait incontournable. Et donc, toutes les réformes qu'on voulait faire, on avait quelqu'un qui pouvait nous permettre de les faire en tapant dans le système. C'est le coup de pied dans la fourmilière. On a vraiment cru à ça. Lorsqu'une civilisation est confite dans ses traditions, à l'abri derrière ses remparts, ce qu'un vrai républicain doit faire, c'est aller ouvrir les portes de la ville aux barbares. Et c'est ce que j'ai fait comme président du parti avec Bernard Tapie. Je dis c'est un barbare, c'est-à-dire l'autre, celui qui ne ressemble pas à la société qui est en train de mourir. Voilà. Et celui qui est capable de la revivifier également par des violences. Et j'ai fait ça avec Bernard Tapie. Et si c'était à refaire, mais le seul fait de l'avouer aussi, sans plus de manière, m'en interdira de nouvelles occasions, je pense. Si c'était à refaire, je le referais parce que je pense véritablement que c'était politiquement utile. Tapie est un formidable séducteur. Et moi, j'ai rarement vu quelqu'un lui résister, parmi les plus grands d'ailleurs, hein, et du monde politique, qui sont les plus coriaces. Hein, bon, les gars, en un quart d'heure, c'était réglé, quoi. Que ce soit Balladur, Sarkozy, Bérégovoy, tout ce qu'on veut, il avait une capacité de séduction. Et c'était d'autant plus intéressant et fascinant que les gens qui étaient séduits par lui voyaient quand même ses défauts. Il existe des inégalités entre les hommes et les femmes. Heureusement, ces inégalités ne sont plus les mêmes devant l'amour et devant le bonheur. Il n'y a pas les dominants et les dominés. Tu sais, je me permets de te dire tous les grands hommes de ce monde, devant la mort ou la maladie, tu te rends compte qu'ils ne sont pas grand-chose. Tu es un homme qui dominera ton sujet, tu ne domineras jamais les hommes. Mais je vais vous raconter une anecdote sur l'élection européenne. Tapie, en fait, il rêvait d'être sur la liste de Rocard. Il rêvait d'être sur la liste de Rocard. Il ne pensait pas faire une liste autonome, Tapie, lui-même au début. Il voulait être numéro 2 sur la liste de Rocard. Et quand on doit avoir, je ne sais plus la date précise, quand on doit avoir la réunion entre les deux délégations, celle du MRG et celle du Parti Socialiste, dont Michel Rocard est le premier secrétaire, ce jour-là, la veille, sort une affaire sur Tapie dans la presse, je ne sais plus quelle affaire c'était, je ne sais pas si c'était OM Valenciennes ou si c'était autre chose. Et le Parti Socialiste appelle le MRG pour dire on a un problème, on ne peut pas faire cette réunion dans le contexte actuel, c'est pas possible, Rocard ne peut pas recevoir Tapie. Et c'est là où Horry a lancé la mécanique. C'est là où il a lancé la mécanique à laquelle s'est mêlé après l'Élysée, mais a lancé la mécanique de la liste autonome radicale. C'est là. Ça veut dire, tu vois comment ils traitent, regarde les socialistes, on ne pourra jamais les changer, on n'obtiendra rien d'eux, etc. Donc il faut faire notre liste, il faut que tu y ailles, etc. C'est là où ça a démarré. Je pense qu'il a été totalement manipulé à un moment donné par l'Élysée, et c'est pour ça que ça a été le début de la fin. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est cette lucidité incroyable qu'il peut avoir. Il a parfaitement compris qu'il était dans le dispositif de Mitterrand un élément de la destruction de Rocard. Il me l'a dit en 92, c'est-à-dire bien avant les européennes de 94. Et là, il s'est cru plus fort. À mon avis, il a pêché par
par orgueil et par naïveté. Et si on regarde les dates, il a fait ce score incroyable des européennes, et ensuite ça a été fini. Quand certains ont compris que Tapie prenait des voix et à gauche et à droite, qui était en train de provoquer un phénomène national important, c'est-à-dire que sur une européenne, vous faites 12-3, sur des législatives, si vous continuez à bien bosser dans la foulée, vous pouvez monter à 17, 18, 20. 20%, ça veut dire que vous êtes incontournable dans la vie politique française. Il y a des gens qui ne voulaient pas voir un personnage comme Tapie, qu'ils ne maîtrisaient pas, sur lequel ils n'avaient pas de vraie pression, de vrai pouvoir, mais ils n'avaient pas envie de venir le voir jouer les troubles fêtes. On avait peur, au fond, de Bernard Tapie. On avait peur que Bernard Tapie présente une partie de notre électorat et de notre territoire, qu'il bousculait les limites, où, au fond, il y avait les yin et il y avait les yang, où tout était bien organisé. Au fond, les deux camps se retrouvaient face à face, et c'était clair. Là, on ne savait plus très bien, en bougeant les limites, où on était. C'est très simple, Tapie était mort était l'homme à tuer, était wanted à partir du moment où il avait fait 12,5 aux européennes et qu'il avait flingué, caramélisé Rocard. Donc à droite, et puis il pouvait prendre la mairie de Marseille. Donc à droite, on n'en voulait pas, parce que mairie de Marseille, UDF ou RPR. Et à gauche, on disait il peut nous emmerder au présidentiel, même s'il n'a aucune chance de gagner, mais il peut faire perdre de l'or, ou etc. Donc on n'en veut pas. Donc il faut le flinguer. Nous sommes au mois d'octobre 1994. Bernard Tapie va devant le tribunal de commerce, où à ce moment-là, on dit, bon, il y a des litiges avec le Crédit Lyonnais, mais il n'y a pas de faillite personnelle. Faillite personnelle qui le rend inéligible de façon certaine. Pour M. Balladur, l'éventuelle candidature de Bernard Tapie à l'élection présidentielle était le moyen le plus sûr de faire du tort à Jacques Delors. Aussi longtemps que Delors est candidat, le pouvoir ménage Bernard Tapie. Un dimanche soir, Jacques Delors annonce qu'il n'est plus candidat. Le lundi, dans la journée, le cabinet du ministre du Budget, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, lieutenant d'Édouard Balladur, annonce un redressement fiscal de 550 millions de francs contre Bernard Tapie. Et le surlendemain, le mercredi, le tribunal de commerce de Paris prononce la faillite personnelle de Bernard Tapie, qui devient inéligible à l'élection présidentielle parce que Édouard Balladur, le favori, au point que le journal Le Monde nous annonçait que ça n'était même pas la peine d'aller voter. Édouard Balladur n'a plus besoin de l'élément Tapie pour perturber un jeu qui lui paraît totalement à sa main et dans lequel Bernard Tapie lui paraît un peu trop imprévisible pour qu'on le laisse vivre. Et on l'assassine tout simplement. Redressement fiscal et faillite personnelle, auxquels s'ajoute une série de procédures judiciaires pour la gestion de son bateau, le Fosséa, de la société Testu et de l'OM. Et puis il y a le match truqué, Valenciennes-Marseille. Je le rencontre lors d'une réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles. Je le vois tourner en rond. Et je lui dis, mais alors, et Testu, qu'est-ce qu'il devient? On dit que tu aurais financé un joueur Wabel, un joueur de Marseille, sur les fonds de Testu. On dit que tu as financé la campagne des élections régionales en 92, des Alpes-Maritimes, sur Testu. Mais il dit, non, je suis pas, t'inquiète pas. Seulement, je suis emmerdé par les juges, ils sont contre moi, ils veulent me déstabiliser. Et puis, je suis pour rien, moi, dans l'affaire VOM, j'ignore tout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Et je lui dis, en quittant, tu peux compter sur moi si je peux t'aider. C'était peut-être présomptueux de ma part, mais j'avais pas envie qu'on de nouveau on se fasse tapis. Après l'avoir monté au pinacle, il fallait le descendre. Ce jour-là, j'ai peut-être fait une erreur. Et beaucoup me l'ont dit, c'est d'avoir dit si je peux t'aider. Pour sauver Bernard Tapie de la déroute, Jacques Mélic fera un faux témoignage en faveur du président de l'Olympique de Marseille dans le cadre de la romanesque affaire VAOM. Vous affirmez toujours avoir vu Jacques Mélic le 17 juin. J'affirme toujours que lorsqu'il a fallu reconstruire notre agenda de ce jour, Jacques Mélic nous a indiqué que c'était le 17 qu'il était là et pas ni le 16 ni le 18. Au mois de septembre, le juge d'instruction, le juge Béfi, fait sortir, au cours d'une audition, fait sortir son greffier et il veut me parler en tête-à-tête.
Et je me rétracte parce que Gorski me dit, mais vous comprenez, on est là pour nettoyer 12 ans de mitterrandisme, c'est Pelat, c'est Bérégovoy, c'est Tapie, tout ça, c'est pas vous. Alors, aidez-nous, on est prêts, nous on a besoin d'hommes comme vous, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Bon, j'ai le sentiment qu'il me prend pour un voyou, quoi. Vous balancez Tapie, et puis bon, nous, on sera bien avec vous, on vous dégage le tout, vous voyez. C'est un peu un marchandage. Et je me sens là, le coup de violon, je ne l'accepte pas. Et je me bloque, et c'est terminé. Et je vais jusqu'au bout. Il vous a brutalement mis à terre, vous lui en voulez? Mais la décision m'appartenait. Donc je ne peux pas, moi je n'ai pas l'habitude de rejeter sur les autres une faiblesse que j'ai pu avoir. Mais est-ce que sa grande force, c'est pas de jouer mieux que les autres toutes ces petites faiblesses? Peut-être, c'est peut-être comme ça qu'il a réussi aussi à m'avoir. Quel est le lien entre Tapie et la société? Je veux dire, Tapie existe parce que la société est comme ça, ou le personnage tire une société comme ça? Quel est le... Non, il ne tire pas. Il est comme ça parce que la société est comme ça. Il ne tire rien du tout. Il est là. Il paraît, il agit, mais il ne tire pas. Il ne draine pas. Pourquoi est-ce que les Français s'y sont prêtés avec autant de bonne volonté? J'avoue que j'en sais rien. Peut-être qu'il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps. Je sais pas moi, j'ai pas d'explication cohérente, rationnelle à ce type de situation. Il faut le constater, c'est tout. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Quand dans le stade, vous entendez et vous voyez Tapie revient, ça vous inspire quel sentiment? Il y a bien Jésus revient sur certains piliers d'autoroute, alors pourquoi pas Tapie revient, hein? Bon. Écoutez, si les Français en veulent, pourquoi pas? Quand vous voyez quelqu'un qui est convaincu de corruption dans un match de football conserve une certaine popularité, et peut-être même la retrouve, et jusqu'où ira-t-il? Tapie revient, on ne le sait pas. C'est effrayant. Moi, je suis vraiment, je parle vraiment, c'est là que je me sens devenu vieux. Je vais commencer par vous dire, je suis d'une génération qui pensait que, eh oui, j'en suis là, qui pensait que quand on avait été condamné, on se cachait. Brusquement, avec un bonhomme, en 1 an, 2 ans, vous avez l'impression que vous pouvez tout faire bouger. Ben, vous en profitez, vous vous amusez, et c'est formidable. C'est formidable. C'est un moment exceptionnel. Exceptionnel. De voir les technos, de voir les élites, pour lesquels je peux avoir du respect sur d'autres points de vue, de voir tout ce système trembler comme ça, tous ces acquis. Hein, tellement un pays d'acquis, la France. Tous ces acquis, tous ces gens qui vivent sans risque, etc., et qui brusquement se retrouvent en danger, là, comme ça, c'était fort, ça. C'était fort, c'était un moment fort. Là. Qui, dans la vie d'un passionné politique, d'un militant politique, c'est des choses que vous ne pouvez pas oublier. Moi, je ne regrette pas d'avoir vécu ça. Et j'ai jamais eu honte d'avoir vécu ça. Moi, Tapie, il ne m'a rien apporté. Il m'a apporté que des emmerdements. 2 ans de prison avec sursis, 300 000 francs de frais d'avocat, 200 000 francs d'amende. Hein. Et ça, moi, je veux que les gens le sachent, parce qu'ils ont l'image de lui, de Robin des Bois, mais Robin des Bois, il laissait pas ses compagnons dans la merde quand la guerre était finie, tu comprends? Voilà ce que je lui reproche. Et il a fait pareil un peu à des gens politiques aussi. Hein. Je veux dire, je regrette rien, parce qu'il ne m'a pas obligé à être avec lui. Moi, j'ai vécu avec lui une passion
pour le football qui était formidable, une période qu'on ne revivra jamais. Et j'avais pensé qu'il s'était créé entre nous une vraie amitié. On ne peut pas dire autant de ma femme. Ma femme, elle lui en veut beaucoup, mais peut-être elle a vécu ça autrement. Ils m'ont pourri la vie et ça continue. Ma femme est là? Moi, je n'ai jamais été fascinée. Chérie, viens voir le feu. Je l'ai tout. Venez, allez, venez. Tu peux t'asseoir 2 minutes. Ce que tu viens de dire là, il nous a pourri la vie et maintenant il joue la comédie. Eh bien, viens le dire. Il continue à jouer la comédie. Ouais. Eh bien voilà. Je ne peux pas rien dire. Parce que comme je vois que c'est un sujet à la gloire de Tapie. Ah non, c'est pas un sujet à la gloire de Tapie. Eh ben, venez dire ça. Ça vient dire ça. Non, ça, on en a vraiment. Beaucoup. Vous n'avez pas vu alors les gens qu'il a mis dans la merde? Non, mais. Parle en français. Allez, viens t'asseoir. Bon, et on y va. Tu lui diras ce que tu as dit. Moi, je n'ai jamais été fasciné. Viens t'asseoir plus près de moi. Tu vas pas te fâcher avec moi à cause de Tapie, quand même. C'est ça. Ouais. On y va? Si, c'est une raison. C'est parti, Gérard? Je l'ai quand même dit pas mal. On a l'impression que vous lui en voulez, Jean-Louis, là. À Jean-Louis? Oui. Je lui en veux, oui, parce qu'il a été fasciné, alors que je le mettais en garde depuis le début. Parce que je trouvais que j'étais méfiante. Je suis méfiante de nature, c'est vrai. Mais je vois que je ne m'étais pas trompée. Voilà. Et lui, il continue à faire ce qu'il a toujours été, un comédien. J'aurais voulu être un acteur. C'est logique qu'on me donne un rôle dans lequel je suis crédible sur au moins les apparences. Il y a une métamorphose possible, mais elle reste dans la limite de ce qui est acceptable. Me trouver beau sur un grand écran. Vous savez, le spectateur qui s'assoit dans une salle qui me regarde, il est quand même chargé d'images, de ce que je suis à ses yeux. J'existe déjà dans son inconscient et dans sa mémoire. Si les gens n'avaient pas été heureux, on le saurait maintenant. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau. Dites-moi, il était superbe. Formidable.